Les années vont passer, ils vont devenir grands-parents et la retraite va sonner pour Alexandre. Après une vie bien remplie, au niveau professionnel et social, ça va lui amener une notoriété dans la ville. Au niveau familial, le couple est maintenant rendu avec des petits-enfants qui ont de souvenirs comme lui, comme étant un homme notable. Parlant de leurs petits-enfants, on est maintenant en juillet 1964. Alexandre est âgé de 73 ans. Je vous invite à écouter une entrevue réalisée avec Sylvain Meunier, un petit-fils de notre couple vedette. Sylvain va nous raconter les derniers jours d'Alexandre. Car c'est malheureusement le 17 juillet 1964 que nous allons assister au décès d'Alexandre Mallette. Mallette Alexander. On July 17, in his 74th year, beloved husband of Elenda Homais, dear father of Florange, Mr. Gilles Meunier, Claire, Mr. Marcel Leduc, Tracy and Noël, resting at Raoul Bourgie Funeral Home, 1345 Notre-Dame Street, La Chine. Funeral service at Holy Angelus Church on Tuesday, July 21st at 9 a.m. Interment, La Chine Cemetery. Par la suite, Elenda va habiter chez sa fille Florange, son mari et ses enfants. 7 ans après le décès d'Alexandre, c'est malheureusement le 13 mars 1971, alors qu'elle était âgée de 79 ans, que décède Elenda Homais. Mallette Elenda. À la Chine, le 13 mars 1971, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame veuve Alexandre Mallette, née Elenda Homais, mère de Florange, Madame Gilles Meunier, Claire, Madame Marcel Leduc et Noël. Les funérailles auront lieu mercredi le 17 courant. Le convoi funèbre partira des salons Raoul Bourgie au 1345 rue Notre-Dame, La Chine, pour se rendre à l'église des Saints-Anges où le service sera célébré à 11 h et de là au cimetière de La Chine, lieu de la sépulture. Parents et amis sont priés d'y assister sans autres invitations. Ceci met fin à notre histoire d'aujourd'hui. Mais comme une fin annonce souvent un renouveau, le couple Alexandre Mallette et Elenda Homais aura laissé une descendance qui va très certainement perdurer dans le temps. On se quitte avec leurs enfants et unions. Alors si vous voyez vos parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents dans cette liste, c'est que vous avez probablement Alexandre et Elenda comme ancêtres. Pour ceux qui veulent en connaître plus sur Alexandre, Elenda, Florange, Claire et Noël, je vous invite à écouter l'entrevue tout de suite après le générique et les photos. Encore une fois, en narration de coupure de journaux, on a eu une arrière-petite-fille de notre couple vedette. En musique, tout au long de l'émission, on a été accompagné par Pitou le violonneux. Alors, bonjour à toutes et à tous. On est en compagnie de Sylvain Meunier. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors Sylvain, si tu pouvais nous expliquer ta relation avec Alexandre Mallette et Elenda Homais. Eh bien, ce sont mes grands-parents du côté maternel. J'étais assez près d'eux parce que quand nous habitions la 11e avenue à la Chine, entre la rue Notre-Dame et ce qu'il y avait à l'époque la voie ferrée, nous habitions une maison à étage. Ma famille était en haut, puis eux, ils habitaient le rez-de-chaussée. Et puis, donc, oui, mon grand-père en particulier, j'étais assez proche de lui, souvent me chercher pour m'amener. Il venait me reconduire à l'école quand j'étais au tout début.
jouer à la balle avec lui. Donc, c'était des grands-parents présents, très OK. présents. Bon, tu les as bien connus. Donc, question de vous situer, Sylvain étant le frère de Jean-Luc, donc l'oncle de ma conjointe. Et comme tu le mentionnais, le fils de Fleurange. Donc, parlant de Fleurange, on pourrait-tu clarifier tout de suite l'histoire avec Néligan? Oui, bien, clarifier, c'est vite dit parce que c'est pas très précis. Ce que ma mère me racontait, c'est que c'est un ami qu'elle avait. Bon, moi, je suppose que c'était un prétendant, mais elle disait, c'est pas ce qu'elle disait. C'est un ami qui, sachant qu'elle aimait la poésie, et la poésie de Néligan en particulier, comme beaucoup de monde à l'époque, et encore aujourd'hui, et qui travaillait à Saint-Jean-de-Dieu, à l'époque où Néligan était, comme on disait, pensionnaire du gouvernement. Et pour plaire à ma mère, il avait apporté une photo qui était probablement celle-ci. Je ne sais pas si on peut la voir. Ah, celle qu'on voit là sur. Ouais. Et à partir de cette photo, il avait demandé à Néligan de rédiger quelque chose, et un acrostiche à partir de son prénom, Fleurange. Et donc, ceci, c'est l'album Néligan, qui a été écrit par Paul Wyszynski, professeur de lettres à l'Université d'Ottawa, aujourd'hui décédé, qui était un Polonais d'origine, mais qui s'est passionné pour l'œuvre et la vie de Néligan, puis qui a vraiment écrit une somme. Alors, c'est un album qui contient des quantités de photos et de textes. Et comme je le disais plus tôt, c'est qu'un ami de ma mère qui travaillait à Saint-Jean-de-Dieu, où Néligan était pensionnaire du gouvernement parce qu'il souffrait, il avait des problèmes de santé mentale assez important, mais il était quand même fonctionnel. Il s'occupait de lui-même. Et puis, quand des gens venaient et lui demandaient d'écrire quelque chose, il le faisait volontiers. Il écrivait des poèmes. Des fois, il réécrivait ses propres poèmes ou d'autres poèmes d'autres auteurs qu'il avait lus. Et il y en a plusieurs. Souvent, les gens me disent hey, ça doit valoir très, très cher, mais en fait, non, parce qu'il y en a vraiment laissé beaucoup de ce genre d'écrits. Mais celui-là, comparé à d'autres, est un poème bien terminé, bien complet, bien maîtrisé et original, parce que c'est une acrostiche à partir du nom de Fleurange, le prénom de ma mère qui était Fleurange. On le voit ici reproduit dans l'album. OK, il est dans l'album. Il est dans l'album, oui. Lui, il datait de 1935. Maintenant, c'est d'après ses connaissances à Paul Wyszynski. Je ne peux pas donner la date exacte où il a été écrit, mais donc c'est vraiment authentifié. Et c'est ça, il a laissé plusieurs carnets. Si on regarde les pages précédentes, il y avait il y avait plusieurs d'autres écrits d'asile, les écrits d'asile. Alors, il y en a beaucoup, ce n'est pas toujours particulièrement intéressant, des fois, ça l'est plus. Et donc, c'est un ami de ma mère qui, pour lui faire plaisir, sachant qu'elle aimait la poésie, avait profité d'un moment où Néligan semblait particulièrement en pleine possession de ses moyens pour lui demander de lui écrire cet acrostiche à partir de la photo qui est celle-ci, qui orne la page couverture de ça c'est mon deuxième roman. Alors, le poème était dans la famille. À un moment donné, je l'avais apporté au collège quand on a étudié Néligan, de le montrer, tout le monde a trouvé ça bien intéressant. Et mon père était toujours resté sur l'impression que je ne l'avais pas rapporté, que je l'avais perdu, ce qui était pas le cas, puisque quand ma mère est décédée, en fouillant dans ses affaires, il a retrouvé le poème. Et puis là, il me l'a donné et là, je me suis dit que moi, comme auteur, j'avais quelque chose, j'avais un trésor que je pouvais utiliser pour écrire un roman. Alors, j'ai écrit une fiction qui s'appelle Fleurange ou les poètes n'ont pas de fils. C'est mon deuxième roman. Il a été publié en 1995. Alors, c'est grosso modo
l'histoire du poème, mais il n'y avait pas eu d'interaction particulière entre ma mère et Nelligan elle-même en personne et de celui qui avait demandé à Nelligan d'écrire le poème en question. Je n'ai aucune trace. On Mais sait pas c'est c'était qui. fort probablement quelqu'un de la Chine. Okay. C'est à peu près certain. Okay. Toujours parlant de Fleurange, ça, c'est peut-être plus pour tes enfants, tes petits-enfants. C'est quoi tes plus vieux souvenirs de ta mère? Oh, ben, comme tout le monde, c'est les souvenirs de la première enfance. Ma mère était une personne extrêmement travaillante, très aimante. C'était une mère aimante, assez stricte, par exemple. C'est pas que il fallait obéir, mais comme c'était un peu le cas à l'époque, c'est une personne. Elle avait une âme d'artiste. Elle aimait beaucoup les arts en général, la musique. Et elle était très créative. Ben, d'ailleurs, on la voit à quelques reprises là, dans des articles de journaux mentionnant son excellence en piano. Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'elle jouait du piano quand tu étais jeune? Oui. Oui, elle avait un piano à la maison et puis elle en jouait. Et elle aurait voulu que je l'apprenne, mais moi, je ne sais pas, je n'étais pas. Ma sœur, elle a appris à ma sœur après jouer du piano. Mes frères, moi, mais c'était pas parce qu'elle était une fille, une histoire de fille-garçon, c'était simple. Je n'avais pas de la discipline, je pense. J'ai pas d'oreille musicale de toute façon, donc je n'étais pas doué pour le piano. Mais elle avait très certainement un côté, une âme d'artiste. Tu sais, comme quand elle faisait le sapin de Noël, le soin qu'elle mettait, c'était vraiment, c'était des petits chefs-d'œuvre. Les gens venaient chez nous et étaient toujours ébahis de la beauté de nos arbres de Noël ou du goût aussi pour décorer la maison. Ah ouais. Est-ce que c'était quelque chose que tu as appris quand tu as vu les articles? C'est-tu quelque chose que tu avais déjà vu ou? Pas tout, non, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses. Oui, on savait qu'elle avait été bonne à l'école, comme sa sœur Claire d'ailleurs. Moi, dans ma tête, je retenais surtout qu'elle avait étudié pour devenir infirmière. Alors ça, je pense que ça n'a pas fait mention dans la vidéo, mais et puis à un moment donné, ça n'a pas bien tourné, je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui fait qu'elle a abandonné ça. Mais elle avait quelques notions d'infirmerie quand elle nous soignait. On le savait à ce moment-là, mais elle n'a jamais terminé, complété ses stages, je pense, quand elle est arrivée au moment des stages. Parce qu'elle avait. Tu parlais tantôt de Claire. On voit justement là, Claire et Noël, les enfants d'Alexandre et Elenda. Est-ce que c'est des gens que tu as côtoyés? Tes oncles et tantes, finalement? Oui, beaucoup. Surtout Claire. Ma mère était très proche. Tous les étés, Claire avait déménagé à Sorel par mariage, là, parce que c'est marié avec Marcel Leduc, qui était le neveu d'Edgar Leduc, qui était quelqu'un de la Chine, mais il a trouvé du travail dans les aciéries à Sorel. Donc, ils sont déménagés à Sorel. Tous les étés, j'allais passer une semaine ou deux dans leur maison de Sorel. Et puis, j'avais un enfant de mon âge, un garçon de mon âge, mon cousin Bertrand, qui on était des bons amis. Donc, oui, beaucoup. Du côté de Noël, un peu moins, parce que je sais pas, c'est comme ça. Quoique Noël vivait plus jeune, quand nous habitions la 8e avenue, toujours à la Chine, une maison de mon grand-père, Noël et sa famille habitaient à l'étage, nous autres, on était au rez-de-chaussée. Ça a duré jusqu'à ce que j'ai 6 ans, que j'entre en première année à l'école des Saint-Anges de la Chine. À ce moment-là, on est déménagé dans la 11e. Maintenant, si on passe au cœur du sujet, Alexandre Mallette et Linda Aumet, tes grands-parents, est-ce qu'il y a des choses que tu as appris en écoutant l'émission? Oui, j'ai appris que mon grand-père était. Je savais qu'il était en politique. Il y avait encore chez lui
même s'il n'en faisait plus au moment où moi je l'ai connu, des feuilles avec en tête Alexandre Mallette, l'échevin de la Chine, tout ça. Donc, on savait que c'était un notable. Hein? Quand on sortait rue Notre-Dame, on allait, je ne sais pas, au marché, tu sais, M. Mallette, il se faisait saluer souvent. Mais je savais qu'Edgar Leduc avait été maire de la Chine. Je savais qu'il avait joué. C'était le grand-père de mon meilleur ami, c'est pas compliqué. Ou d'un de mes deux meilleurs amis. Okay. Paul, c'était son petit-fils Paul, dont le père était organisateur libéral d'ailleurs. Mais je ne savais pas qu'Edgar avait été député libéral. Mais je savais qu'il était maire parce qu'il y avait 2 colonnes devant sa maison, 2 lampadaires. Puis ça, c'était parce qu'il avait été maire. Okay. Mais je ne savais pas que mon grand-père avait été tellement associé à lui qu'apparemment qu'il a même c'est lui qui a proposé sa candidature. C'est ça. Je ne savais pas que c'était allé que c'était si loin, mais que je me souvienne, il n'y avait pas de relation entre... pourtant, on était 150, 200 pas. C'était pas grand, la 11e avenue. Mm-hmm. Donc, on était proches. Tout ce monde-là se connaissait, mais je n'ai jamais vu mon grand-père aller voir Edgar Leduc, puis prendre une bière ou jaser. C'était... Mais toi, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous apprendre là, qu'on n'a pas vues? Parce que là, on passe à travers des documents, c'est sûr. Ouais. S'il y a des choses là, d'intéressant qu'on n'a pas discuté déjà. Il y avait une Studebaker bleue quand j'étais jeune et qui rangeait pour l'hiver. Pas beaucoup, les gens n'avaient pas nécessairement toujours des automobiles dans ce temps-là. Ouais. Je pense qu'on la voit en photo d'ailleurs. Moi, j'ai des vieilles photos anciennes. Je sais que mon grand-père était peintre, mais moi, il ne travaillait pas, il était retraité. Et on pensait que finalement, il est mort de cancer dans la bouche ou de la gorge, que c'était peut-être les effluves de peinture qui avaient causé ça. Et puis un détail anecdotique aussi, c'est qu'il était reconnu comme un expert pour imiter le chêne. Alors les gens l'engageaient pour il venait avec son pinceau, faisait des veines qui imitaient le chêne à s'y méprendre. Et je pense que c'est pas mal les derniers jobs, si je passe d'expression. Mais c'était indiscutablement ce qu'on appelait un notable. C'est toujours comme ça que ayant vieilli, que c'est mon grand-père que je le décris par rapport à la Chine. Il aimait beaucoup la Chine. Quand il est décédé, il rentrait à l'hôpital, il devait se faire opérer pour ses problèmes de cancer. Puis, assez curieusement, il était absolument convaincu qu'il ne s'en sortirait pas. Et effectivement, ça n'est pas sorti. Et pourtant, ce n'était pas une opération terrible, mais il a fait sa valise, il a préparé sa valise pour aller à l'hôpital. Il s'est rendu à pied tout seul parce qu'en montant la rue Notre-Dame pour se rendre à l'hôpital de la Chine, parce qu'il voulait revoir sa ville avant de mourir. Et puis finalement, il a été opéré, puis il ne s'est jamais réveillé. C'est pas l'opération était réussie, mais il ne s'est pas réveillé. Ah. Je me souviens, je suis allé voir à l'hôpital, il était sous anesthésie. T'avais quel âge à ce temps? Moi? Qui est décédé, ouais. Moi, je devais avoir 11 ans, 10, 11 ans. Hein. Là, je vérifie exactement la date de son décès, là, mais moi, j'avais 10, 11 ans, j'étais là. Moi, oui, des fois, j'allais le voir à l'hôpital, mais il est resté, peut-être une semaine après, comme ça, là, en état entre la vie et la mort. Puis j'étais allé le voir une fois ou deux avec les copains en venant de l'école. Il s'est pas réveillé, puis finalement, il est mort. Bon. Pour terminer, question de mieux te connaître, Sylvain. Oui.
comme tu disais tantôt, tu vas laisser ton empreinte dans la culture québécoise en étant auteur. Souhaitons-le pour Oui, toi. oui, oui. Tu es rendu à combien de livres? Puis, Je ne les compte plus. Bon, je ne sais pas si on peut me vanter, là, mais c'est au-dessus de 30. Au-dessus de 30, ça dépend comment on compte. le premier, tu à quel âge? Ben, mon premier, j'étais jeune, c'était en 1973, mais c'était un conte pour enfants. Et puis après ça, ben, j'ai écrit des brouillons pendant plusieurs années. Et c'est en 1995 que j'ai réussi à écrire un roman d'abord, puis à le faire publier chez Québec Amérique, ça s'appelait Les Noces d'eau. Et puis là, une fois que ça a été parti, il n'était même pas publié encore que j'ai entrepris la rédaction de mon deuxième, Florence. Je disais, une fois que la porte est ouverte, il faut en profiter. Ensuite, j'ai écrit des romans policiers avec un détective qui s'appelle Julie Juillet, qui ont eu un certain succès. Et puis, j'ai écrit pour recommencer à écrire pour la jeunesse, pour les jeunes. Et j'ai écrit la trilogie Lovely d'Haïti, qui est l'histoire d'une petite haïtienne migrée à Montréal en 1980. Puis mon dernier roman, qui est paru cet automne, Le crime de Madame Moïse, ça c'est fou, je ne l'ai pas porté. Et ça doit être en quelque sorte le quatrième de cette série. Fait que, eh bien, un gros merci, Sylvain, pour cette entrevue-là. Oui. Un gros merci à l'avance aussi pour tous ceux qui vont nous écouter, puis en particulier à ceux qui vont partager la vidéo. Oui, c'est moi qui vous remercie, qui te remercie de tout ce travail que tu fais, qui est très utile. Ben, ça me fait un grand plaisir.